something is holding me back. Not anymore. No flow harder, born like globe shotter, my flow. Bonjour et bienvenue à tous sur une nouvelle émission Culture Soccer, le podcast nord-américain de Lucarno Posé. On est très heureux de vous accueillir pour cette dernière émission de l'année, puisque hier pendant la nuit, donc ce matin même, se déroulait la finale MLS Cup entre Atlanta et Portland. Une finale qui a tenu toutes ses promesses devant une foule de 73 000 personnes, nouveau record en MLS. On va parler de cette finale, on va parler un peu du futur aussi de la saison prochaine, mais surtout du match d'hier soir. Et pour cela, je suis avec deux invités. D'abord Anthony De Varenne, qui n'est pas vraiment invité, plutôt le co-animateur de Culture Soccer. Bonjour Anthony, comment ça va ? Bonjour Antoine, ça va bien? Ça va très bien, on n'a pas beaucoup dormi avec la finale, mais ça va. Avec nous aujourd'hui Léo, le gérant de la page Twitter du FC Dallas et auteur de nombreux threads sur de nombreuses phases tactiques de Dallas et connaisseur de la ligue. Bonjour Léo, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et vous? Tout va bien, comme on l'a vu. On s'est bien amusé hier, je pense, devant la finale. Je vais poser d'ailleurs la première question, elle va être un peu dans ce sens-là. On va commencer avec toi, Anthony. Est-ce que c'était pour une fois un bon match? Souvent les MLS Cup sont assez décevantes par rapport aux playoffs. Est-ce qu'hier il y avait du spectacle? J'ai trouvé que le match a été, pour ma part, très intéressant. Portland a toujours essayé de faire des trucs, mais malheureusement, on dirait que ça marchait rarement. Là. Atlanta a vraiment été trop fort. Là. Pour une des rares fois, souvent, les finales MLS sont vraiment chaudement disputées, ça va en prolongation, mais pour une fois, on a vraiment vu la domination d'un des clubs et ouais, pour ma part, là, c'était mérité pour Atlanta là, et je me suis vraiment amusé lors de cette finale. Léo, toi aussi? Moi, je me suis vraiment amusé, mais c'est vraiment plus tactiquement que je me suis amusé avec le schéma tactique de Tata Martino que j'ai vraiment apprécié parce qu'à la base, il sortait un 4-3-3 assez habituel avec Gressel, Almiron, Martinez et le milieu Remedi, Nagbe et Larantowski. On a vu au tout début du match que ça s'est transformé en 5-3-2 et c'était vraiment super intéressant à regarder. J'en parlerai peut-être, mais c'est vachement intéressant à voir comment ils ont bien géré le cas de Portland en fait. Ouais, c'est vrai que c'était une finale qui sur le papier était serrée, mais beaucoup d'observateurs penchaient quand même du côté d'Atlanta. Vu leur parcours assez bon en playoff, quasiment parfait par rapport à Portland qui avait un peu galéré au début contre Dallas et puis un peu plus loin contre Seattle. Mais donc, est-ce que oui, déjà, pourquoi Atlanta était tout simplement meilleur? Pourquoi Atlanta a réussi à marquer 2 buts alors que Portland a eu quelques occasions, dont une parfaitement arrêtée par Brad Guzan, mais on n'a pas trop vu non plus Portland devant le but. Léo, à ton avis, à quoi c'est dû? C'est dû en fait au positionnement des trois arrières, donc Gonzalez, Parker, Larantowski, qui en fait pour contrer le pressing de Portland, parce que j'ai beaucoup analysé le match retour de Portland contre Kansas City, où en fait ils mettaient Polo et Bobissé, Valérie Blanco pour sortir en fait pour presser sur le porteur de ballon. Du coup, Tata Martino il a positionné Larantowski en défense centrale pour donner une position supérieure et en fait un joueur supplémentaire pour pouvoir sortir le ballon. Et ce que j'ai bien aimé avec Larantowski, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un ballon qui était touché au milieu de terrain, c'était lui qui sortait sur le porteur de balle pour lui mettre une grosse pression avec Remedi, Nagbe, Gressel, Escobar qui rentrait. Et vraiment, en fait, ils n'ont rien pu toucher de ballon, en fait. T'es d'accord avec ça, Anthony? En Portland, on les a pas trop vus. Ouais. Pour vrai, là, ils ont vraiment été absents. Là. Si je vais voir les statistiques, là, c'est seulement 3 tirs cadrés. Mais vraiment, même les statistiques sont généreuses parce que Atlanta semble avoir juste un tir cadré de plus, là, mais vraiment, les Timbers n'ont pas été vraiment dangereux dans ce match. Et pourtant, ils avaient quand même le ballon. On est d'accord que ce n'est pas complètement à sens unique. C'est-à-dire que Portland avait le ballon, le faisait tourner, mais n'arrivait pas trop à approcher du but d'Atlanta, c'est ça? Ouais, exactement. Et dès que Portland a fait une erreur, Atlanta, avec Joseph Martinez, là, les a fait payer cash. Là. Donc, Atlanta, vraiment, j'ai l'impression qu'ils attendaient une erreur de Portland. Et dès que c'est arrivé, soit ils ont marqué avec Martinez ou soit sur le coup franc, Franco Escobar a doublé la mise. Là.
D'accord. Et pour toi, Léo, est-ce que c'est Portland qui était mauvais ou juste Atlanta qui était trop bon? Est-ce que il y a des joueurs de Portland, par exemple, pour lesquels tu attendais qu'ils fassent un meilleur match? Bah, en fait, les matchs de Portland, en gros, déjà, enfin, c'est la charnière Mabiala-Ridgewell qui a fait des grosses erreurs. Donc, déjà, Mabiala, c'est celui qui couvre Joseph Martinez sur le premier but. Mhm. Quand Ridgewell a un contre défavorable, bon, ça arrive. Et alors, sur le deuxième but, sur le coup franc d'Almiron, qui est dégagé de la tête, enfin, qui est dévié de la tête par Joseph Martinez, Ridgewell, il a 2 mètres derrière. Ebo Bissé, il a 2 mètres aussi derrière Joseph Martinez, il est tout seul. Et alors, comment il s'appelle Villafana, il laisse passer dans son dos tranquillement. Mm. C'est Gonzalez qui va marquer le deuxième. Je crois que c'est Gonzalez ou c'est Escobar. Escobar, je crois. Escobar, ouais. Ouais, Ouais, c'est Escobar. Escobar qui va marquer le but tout seul alors qu'il a, enfin, juste derrière son dos. Enfin, en fait, c'est plein de petites erreurs comme ça qui ont fait que qu'Atlanta a gagné parce que Portland, ils ont jamais pu toucher le ballon. Enfin, pour moi, il y a qu'un seul joueur qui a vraiment joué pour Portland, c'est Blanco. C'est le seul qui a amené un peu de dynamisme, qui a tenté des choses, qui a ouvert des espaces. C'est lui qui a créé les plus grosses occasions. Et surtout l'entrée aussi de comment il s'appelle, de Melano à la place d'Ebo Bissé, parce qu'Ebo Bissé, il a vraiment rien montré. Enfin, j'ai pas. Ebo Bissé, premier, je crois, sur les 2 premiers ballons aériens qu'il doit toucher, c'est Larentowski qui les prend. Il n'a pas touché un ballon sur les 15 premières minutes, il a presque pas touché un ballon, je crois. Ouais, même s'il fait une occasion, il me semble, un peu dangereuse, mais oui, il était très, très perdu, hein. Peut-être la défense à 3 aussi d'Atlanta a bien aidé à le prendre, mais on attendait surtout, je pense, du côté de Portland, pas mal de Diego Valeri, le numéro 10 argentin, qui avait réussi vraiment à porter son équipe avec Blanco et Chara, je pense, en deuxième partie de saison. Anthony, Diego Valeri, il était totalement absent hier soir. Ouais, on l'a très rarement vu, mais moi, pour ajouter à ce que Léo a dit il y a quelques instants, là, moi, le joueur de Portland que j'ai vraiment trouvé assez mauvais, c'est Zarek Valentine. On dirait à chaque fois qu'il avait le ballon, il avait de la misère à faire là, la passe qui pouvait briser les lignes, là. Il faisait tout le temps soit des mauvaises décisions ou soit un contrôle de trop. Mais pour revenir à Diego Valeri, oui, c'était le joueur clé pour Portland s'il voulait avoir une chance de l'emporter. Et malheureusement, Valeri n'a pas su élever son jeu d'un cran pour cette finale. Et tu parlais des Bobici un peu plus tôt, Léo, c'est celui qui avait notamment qualifié un peu Portland face à Seattle lors du match aller, qui avait vraiment réussi à reprendre cette place de titulaire en neuf, qui pourtant ne lui était pas du tout dédié au début de saison. Est-ce que pour toi c'est juste sa jeunesse et du coup l'inexpérimentation dans un match comme ça, ou c'est le fait que voilà, la défense à 3 d'Atlanta était là et il n'avait aucun espace? Est-ce qu'il faisait les mauvais mouvements ou enfin, voilà, est-ce que c'est sa faute ou plus juste les défenseurs d'Atlanta qui sont bons? Non, il a pas fait des mauvais mouvements parce qu'il se crée une situation d'ailleurs sur une passe de Valentin pour je crois que c'est Blanco qui centre pour Ebo Bissé pour un bel arrêt de Brad Guzan, mais c'est vrai que il a juste eu du mal à exister comme toute l'équipe hein, quand Diego Valeri n'existe pas quand Diego Valeri n'existe pas, Chara non plus, Guzman Perez non plus, au bout d'un moment tu peux pas t'attendre à tout le temps créer des exploits comme a fait Blanco contre Kansas ou comme l'a fait Diego Valeri contre Dallas, c'est impossible. Quand tu as la rigueur technique d'Atlanta, puis après ça punit derrière hein, si tu fais une erreur derrière il y a 2 buts hein. Voilà, c'est ça, hein. 2 erreurs, 2 buts. Ouais. Et en parlant de la défense d'Atlanta un petit peu, on le rappelle, Atlanta qui avait donc une défense à 3 avec Larentovich, j'arrive jamais à dire son nom, Parkhurst et Gonzalez Pires. Michael Parkhurst, qui était aussi le capitaine de cette équipe en fait depuis 2016 et son introduction à MLS, et qui est notamment connu pour avoir perdu, il me semble, 4 MLS Cup. Et donc hier, il a finalement pu sauver le trophée. Est-ce que ça montre, est-ce qu'à votre avis, il sera aussi, il a 34 ans, est-ce que ça montre que au final, cette défense d'Atlanta qui a été tellement critiquée depuis leur entrée en MLS n'est en fait pas si mal et juste dans l'ombre des potentiels offensifs de cette équipe? Anthony, par exemple, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, pour moi, là, la défense d'Atlanta, là, elle est superbe. Là. On l'a vu hier, là, ils ont vraiment contrôlé le match. Ils semblaient vraiment à l'aise. Gonzalez Pires, même, parfois, s'amusait à aller à l'attaque. Et même les latérales, ils font très bien les choses. Là. Donc, oui, pour moi, là, malgré l'âge vieillissant de Michael Parkhurst,
l'année prochaine, c'est peut-être la défensive d'Atlanta qui va prendre le dessus avec les possibles départs de Almiron et peut-être Martinez si une offre non négligeable arrive du côté d'Atlanta. Ouais, mais si Martinez, il l'a dit, il voulait rester l'année prochaine. Donc, en tout cas, si Atlanta le voulait. Donc, je pense que si Atlanta refuse toute offre, Martinez sera très content de rester. Léo, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la défense d'Atlanta, peut-être pour ce match et en comparaison avec toute la saison? Moi, par exemple, c'est Escobar qui m'a agréablement surpris parce que moi, je rate pas très, très souvent les matchs d'Atlanta, mais je me souviens du match contre Dallas où il avait créé 2-3 erreurs et il avait pris 2 buts et c'est à cause de ça qu'ils perdent. Et là, il avait fait une rigueur technique assez incroyable. Larantovski, 35 ans. Larantovski qui est qui est à la base milieu et qui joue défenseur là sur ce match. Incroyable. Parkhurst, c'est lui qui crée le premier but quand il tacle sur Diego Chara pour récupérer la balle et qu'après il y a le mauvais contre de Ridgewell et Joseph Martinez qui marque dans le but. Enfin, là, c'est juste, ils étaient juste super, rigueur technique, tout, sous Tata Martino, à voir, mais pour moi, c'est une très bonne défense, mais je pense pas que ça puisse tenir toute une saison, quoi. Ça peut tenir sur un match, 2 matchs, mais sur toute une saison, c'est compliqué. Et quel était pour vous d'ailleurs le meilleur joueur d'hier? Est-ce qu'il était en défense ou plus en attaque? Léo, je te laisse faire en premier. Moi, je vais le dire, parce que bon, j'ai que ce mot à la bouche, mais pour moi, c'est Larantovski qui a juste fait le meilleur match de la MLS. Le meilleur match de cette finale de MLS, c'est vraiment incroyable ce qu'il a fait. Il a coupé un nombre de trajectoires, et tout le temps harcelé Valérie Blanco. Enfin, faudra regarder, si vous pouvez revoir le match et regarder juste le profil de Larantovski, faites-le parce que vous ratez vraiment un super joueur. Mais après, bon, voilà, après, il y a Joseph Martinez, je laisserai les autres répondre sur ça, mais c'est vrai que moi, c'était Larantovski que j'ai trouvé incroyable. Anthony, toi, plus sur Martinez, du coup? Eh bien, moi, là, j'ai le goût de donner le prix du meilleur joueur à Wim Martinez, qui a été vraiment bon, mais surtout là, à la foule d'Atlanta, les 73 000 personnes qui étaient vraiment incroyables. Sinon, là, c'est vraiment le collectif qui était vraiment incroyable à Atlanta. Là. Tous les joueurs, selon moi, ont fait un bon match. Brad Guzan respirait la confiance dans ses cages. Laurent Towitz a fait un match de malade, comme a dit Léo. Parkers, Gonzalez Pires ont été parfaits. Donc, non, pour vrai, là, c'est vraiment dur de sortir une individualité de cette rencontre, excepté peut-être Martinez, puisqu'il a fait le but de la victoire. Là. Et pourtant, Martinez, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on ne l'a pas trop vu au début de match. Jusqu'à son but, j'ai trouvé un peu en deçà. Ouais, c'est vrai qu'il il était pas très présent. Au début, on disait Ebo Bissé, il est pas très présent, mais c'était la même chose pour Martinez, mais les grands buteurs, ils marquent leur but et c'est ça qu'on va se rappeler au final. Oui, puis il a joué quand même pas mal en déviation en deuxième période, quand il a fallu envoyer des longs ballons sur Joseph Martinez pour faire des déviations sur Almiron. Ouais, Non, c'est même lui, je pense, qui a fait la déviation pas pour le trop but vu. d'Escobar. Donc, Voilà, on l'a pas trop vu, mais le but d'un buteur, c'est de le voir quand il faut. Donc, on l'a vu sur une action, il a marqué. Voilà, merci. J'aurais pas de plus tout dire. En tout cas, ouais, on a donc les meilleurs joueurs, Larentovic, Martinez. Moi, j'aurais donné aussi à Parkus sur son tacle en fin de match qui, bon, je pense pas qu'il y ait grand-chose à jouer, mais c'est quand même assez symbolique pour lui. Et on a vu que pour Atlanta, et la plupart de leurs choix, depuis leur entrée en MLS, ont été bons. L'équipe a vraiment peu de points faibles. On l'a vu hier soir. Voilà, petite question, est-ce que pour vous, cette équipe est, comme ils ont gagné la MLS Cup, est-ce que pour vous, c'est la meilleure équipe de l'année? Ou est-ce qu'il y a une équipe en MLS qui, qui était meilleure en saison régulière, en playoff, et qui aurait plus mérité que Atlanta de soulever la coupe? Je passe à toi, Anthony. très bonne question, mais selon moi, avec les investissements mis dans Atlanta, ça a été l'une des premières équipes MLS à avoir un coach de renommée internationale, là, un vrai bon coach. Des investissements de fou, ça n'a jamais été fait en MLS. Donc, en termes d'investissement, il le méritait. À savoir si une autre équipe le méritait également, je suis pas certain. Là, c'est sûr que les Red Bulls ont été très, très bons en saison régulière. Est-ce qu'ils méritaient de remporter ces séries MLS?
avec les résultats qu'ils n'ont eu vraiment pas. Là. On sait, les Red Bulls, c'est jamais très bon en série. Donc non, pour moi, Atlanta, ils méritent sur les 2 dernières années qu'ils ont eues. Là. Toi, Léo, tu en penses quoi? Moi, j'aurais bien aimé voir Kansas City parce qu'ils font une saison incroyable. Pete Vermes fait un travail, enfin, genre juste incroyable cette année avec des Saloy, des Russell. Et je pense que ils se sont fait avoir sur le match contre Portland où, enfin, Blanco marque un but incroyable où je pense que s'il fait 100 fois le tir, il le met 99 fois au-dessus. Et là, il le met pleine lucarne. Je pense qu'il y avait il y avait un coup à jouer pour Kansas City. Et je pense qu'ils avaient pour moi, c'était une des meilleures équipes avec, c'est une super équipe. Il n'y a rien à dire dessus. Mais je sais pas, peut-être que mon cœur de l'Ouest penche plus pour Kansas City, mais vraiment, ils ont fait une saison, genre, j'avais encore rarement vu ça. Hein. Enfin, ils avaient un niveau de jeu excellent. Donc, Oui, ça voilà. leur été beau, hein, Kyrie Shelton qui marque le but de la victoire pour esquisser en finale de MLS. Mais on a pas mal parlé, quand tu disais, des investissements qu'avait mis Atlanta dans l'équipe. Anthony, tu le disais. Et pourtant, on va le rappeler, hein, Martinez était un buteur qui avait quand même du mal en Serie A avant de venir ici à Torino. Et si je me rappelle, le premier match d'Atlanta, il s'est joué avec Jones en pointe, il me semble. Un buteur de championship anglais qui n'a pas fait de vieux os à Atlanta. Donc voilà, il y a eu quelques erreurs de recrutement, mais pour la plupart, comme je disais, Atlanta a vraiment réussi à investir là où il fallait. Est-ce que pour vous, on va comparer avec le Toronto de l'année dernière, qui a été champion MLS, champion de la saison régulière, ce qu'on n'a pas fait Atlanta cette année, champion de la Coupe du Canada, ce qu'on n'a pas fait Atlanta cette année aux États-Unis. Est-ce que pour vous, cette équipe de TFC de l'année dernière était meilleure que celle d'Atlanta? Parce que l'année dernière, on parlait de Toronto comme la meilleure équipe de l'histoire de la MLS. Vas-y, Anthony, je te laisse la parole d'abord, vu que tu es Canadien. Ah, c'est une très dure question, Antoine. Et si Toronto était meilleur qu'Atlanta, eh bien, je crois que sur le terrain, là, ça l'aurait vraiment été beau à voir l'Atlanta de cette année contre le Toronto de l'année dernière. Mais j'ai l'impression qu'Atlanta a une meilleure qualité. Et je crois qu'on va pouvoir le voir la prochaine saison, là, dû aux forces des choses avec le départ de Martino. Le départ d'Almiron, il va y avoir un changement de cycle et je crois que contrairement à Atlanta cette année, contrairement à Toronto cette année, Atlanta ne va pas s'effondrer la prochaine saison avec un nouvel entraîneur qui, je suppose, il va être un autre très bon entraîneur avec je crois que c'est un Argentin qui va remplacer Almiron. Sûrement. Puis Ouais, Martinez, donc de River Plate, en théorie. ouais, c'est ça. Exactement. Donc, oui, à cause de ces raisons-là, là, j'ai vraiment l'impression qu'Atlanta va revenir encore plus motivé la prochaine saison pour établir pourquoi pas une dynastie. C'est ça que Arthur Blank, le propriétaire, voulait pour Atlanta, vraiment créer une dynastie dans le soccer nord-américain. Donc, oui, j'ai plus confiance à Atlanta que qu'est-ce qu'on a vu avec Toronto cette année, là. Pour toi, Léo, c'est qui les meilleurs, Toronto ou Atlanta? Pour moi, Toronto avait quand même une sacrée équipe. Et pour moi, je pense que le Toronto peut battre lors du dernier match de MLS. Et je pense que ce sera un beau match à voir. Mais pour moi, Toronto a tous les armes pour tuer Atlanta, en fait. Mais après, on va voir dans les prochaines années parce que je pense que avec Pity Martinez qui devrait arriver pour 25 millions de dollars, ce qui devrait être le plus gros transfert de la MLS, on devrait arriver avec un gros. Enfin, moi, j'ai un peu peur que ça tue un peu la MLS. Je vais pas me le cacher parce que les investissements vont suivre sur les autres clubs. Je sais pas, mais c'est un bon débat à avoir, ça aussi. Après, Ouais, réellement, après, ouais, non, mais de toute façon, on a vu avec les Red Bull cette année, il y a d'autres techniques voilà, pour arriver sans Oui, trop investir, mais c'est vrai que ça change un petit peu. Et il y aura plus, c'est une MLS qui va un peu à deux vitesses avec l'arrivée de LAFC aussi, ou de clubs qui sont prêts à dépenser par rapport à d'autres qui ne le veulent absolument pas. oui, et Miami, je pense qu'il c'est surtout pour Atlanta, oui, il y a des gros investissements, mais il y a aussi une excellente gestion de l'effectif derrière avec Julian Gressel, un partant qui a été choisi avant Hector Villalba, là, c'est pour la finale. Là. Gressel, il vient du draft NCAA. Un Greg Garza, ils sont quand même allés chercher.
Parker, ça a été un échange, c'était un échange ou c'est draft? Mais en tout cas, oui, c'est les vétérans. Ouais, c'était un bon choix. Nagbe sont allés chercher avec de l'argent MLS. Donc, pour vrai, Atlanta, oui, ils ont des gros investissements, mais ils ont aussi un choix judicieux derrière avec les mecs, on pourrait dire, plus de l'ombre. Oui, et puis comparé au Toronto de l'année dernière, pour revenir là-dessus, Atlanta n'a pas complètement marché sur la ligue cette année. Enfin, Toronto, on oublie à quel point ils gagnaient quasiment tous leurs matchs. Ils ont fini avec une dizaine de points en plus sur leur conférence Est l'année dernière. Et vraiment, ils ont réussi à passer les playoffs assez tranquillement dans mes souvenirs. Et puis, bon, la finale n'était pas aussi belle que ça contre Seattle, mais c'est vraiment une équipe avec Jovinko et Altidore qui vraiment, et Vasquez surtout en numéro 10, qui arrivait à se débarrasser de n'importe quel adversaire. D'ailleurs, on va rapidement, vous, si vous aviez le choix entre Altidore et Jovinko ou Almiron et Martinez, vous prendrez quoi pour affronter une équipe la saison régulière? Vas-y Léo, je te laisse. Moi, c'est forcément Martinez et Almiron parce que Almiron, c'est quand même supérieur, je trouve, à Altidore et Jovinko, même si bon, c'est quand même un sacré duo. Mais moi, j'adore Almiron. C'est un top joueur, c'est un top player. Joseph Martinez aussi. Moi, d'Almiron, on peut pas ne pas le prendre, quoi. C'est impossible. Et toi, Anthony? Ouais, même choix pour moi. Un Martinez Almiron, c'est beaucoup plus complet avec les passes de fou d'Almiron et Martinez qui n'a qu'à mettre le ballon dans le but. Donc oui, pour moi, oui, Martinez Almiron, c'est plus complet, là. Même si Jovinko Altidore, c'est pas dégueulasse non plus, là. On va parler vite fait alors comme tu en parlais, Anthony, des investissements qu'ils faisaient. Ils étaient prêts à dépenser de l'argent. Est-ce que pour vous, ils ont complètement changé la ligue à Atlanta? Parce que c'est vraiment une sorte d'équipe et une sorte de mode, des investissements qu'on ne voyait pas du tout dans la ligue avant eux. Et maintenant qu'il y a Nashville et Miami qui arrivent, et Cincinnati aussi l'année prochaine, est-ce que ces équipes vont maintenant plus regarder à ce que fait Atlanta? Léo, je te laisse parler d'abord. Moi, je pense qu'ils vont surtout plus regarder ce que font New York Red Bulls, Real Salt Lake et dans une autre mesure Dallas. C'est-à-dire plus, à mon avis, se mettre sur la formation, parce que c'est quand même compliqué de mettre des vingtaines de millions d'euros sur des jeunes Sud-Américains. C'est quand même assez compliqué. Ça peut être, enfin voilà, on voit Ezequiel Barco ou, enfin, on se demande s'il va vraiment réussir ou si il va réussir à sortir de ses problèmes interpersonnels. Donc, je pense qu'ils vont surtout se pousser sur la formation dans un premier temps et ensuite ils vont regarder sur les transferts. Par contre, je vois bien l'Inter Miami faire un petit peu comme fait les FC ou Atlanta. Par contre, c'est ce que je pense. Et pour vous, c'est vraiment genre voilà, on connaît les règles de la MLS et pour beaucoup, il y a eu la MLS 1.0 qui a commencé avec la MLS et qui était un peu une ligue en galère. La MLS 2.0 qui a commencé avec les investissements du Galaxy, avec Beckham, avec Keane, avec Seattle aussi qui arrivait, Portland et Vancouver, et qui arrivait aussi à pas mal dépenser, les New York Red Bulls qui avaient Thierry Henry, Rafa Marquez, tout ça. Et hier, on l'a vu lors du tifo d'Atlanta au stade. Le tifo disait, voilà, on est la MLS 3.0. Donc, Anthony, pour toi aussi, est-ce que c'est un nouvel élan et ils vont complètement changer, enfin, ce titre va complètement changer la ligue? Oui, parce que de un, ça dit aux prochaines expansions, si vous voulez mettre l'argent intelligemment et en mettre beaucoup, ça peut vraiment bien marcher. Donc, comme l'a dit Léo, oui, pour moi, Miami, ça risque d'être un peu le même genre d'investissement. Et c'est surtout ce genre d'investissement qui permet à la Ligue de progresser à l'international, vraiment avec des transferts. J'ai l'impression qu'avec l'arrivée d'Atlanta, là, la réputation de la MLS a vraiment augmenté. Là. On commence on commence à être pris au sérieux, j'ai l'impression. Oui, et puis en plus, c'est un peu. La MLS, elle a été souvent un peu en isolation. Elle ne vendait pas beaucoup à l'étranger ou elle restait vraiment en son sein. Et puis, je pense que Atlanta a montré que voilà, on peut faire de très bons joueurs ici. Et si Almiron part pour l'Angleterre, comme on parle à Newcastle, à West Ham ou à d'autres clubs anglais, voilà, s'il arrive à performer là-bas, ça ferait vraiment une bonne publicité pour la Ligue. On a aussi Julian Gressel qui pourrait partir d'ailleurs en Allemagne apparemment. On va d'ailleurs parler de futur pour une des dernières questions là-dessus. Quand
on gagne comme ça, on arrive dans la ligue, on n'a que 2 ans d'existence, on a 70 000 personnes qui viennent au stade, on a une des meilleures équipes que la MLS n'ait jamais gagnée avec un coach, Tata Martino, qui est un tacticien de génie. Comment est-ce qu'on fait pour l'année d'après, quand Tata Martino va partir, Almiron ne sera plus là, Gressel va peut-être partir, donc nouvel entraîneur, nouvelle star. Est-ce que, quand on a atteint un succès pareil, est-ce qu'il n'y a pas un plafond? Et est-ce que maintenant, ça ne peut pas aller que pire, en fait? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Léo, par exemple? Moi, je sais pas. En vrai, c'est compliqué à répondre à cette question parce que qui va vraiment partir, ça va être compliqué. Je pense que ça va faire peut-être le même début de saison que Seattle à chaque fois, hein, où ça va peut-être un peu se casser la gueule, pas trop de motivation. Mais je pense que c'est tous des compétiteurs et ils reviendront en playoff, même peut-être qu'ils gagneront le Supporter Shield. Je pense que ça va être leur prochain objectif, le Supporter Shield, et gagner 2e, 3e MLS Cup, faire une hégémonie d'Atlanta au top de la MLS, comme l'a fait LA Galaxy à son époque. Ça va être ça, je pense, leur but. Ouais, peut-être la CONCACAF d'ailleurs. Anthony, qu'est-ce que tu en penses? Oui, et c'est ça pour Atlanta, là. Ils ont gagné un trophée, il leur en manque encore 3 à gagner. La US Open Cup, ils vont peut-être la prendre un peu plus au sérieux. Ensuite, le Supporter Shield, ils ont passé à côté. Je crois que ça, ils l'ont encore de travers. Donc, l'année prochaine, ça va être leur objectif. Et 3, la CONCACAF Champions. Je crois qu'ils vont vouloir faire l'histoire aux États, en Amérique du Nord, à être la première équipe américaine, la première équipe de MLS à soulever le trophée. Et ça, je crois qu'Arthur Blank, le propriétaire, là, c'est son objectif pour les prochaines années. Là, c'est la Ligue des champions de la CONCACAF. D'accord, et ben voilà, ça clôt un petit peu ce qu'on avait à dire. Juste avant de faire une petite pause, une dernière petite question sur la saison. Quel est votre meilleur souvenir de cette saison MLS 2018? Est-ce que vous avez un moment, un transfert, un match, ou quoi que ce soit qui restera dans les mémoires pour vous, ou personnellement, qui vous a beaucoup choqué? Anthony, vas-y. Pour moi, puisque je suis Canadien, c'est le but d'Alphonso Davies contre DC United. Je sais pas pourquoi. J'allais vraiment trouver énorme. Il déjoue 3-4 joueurs et ensuite il fait un tir de fou. Et puis son transfert au Bayern de Munich. Donc oui, pour vrai, Alphonso Davies, tu vas me manquer, reviens-nous. Et toi, Léo? Moi, c'est DC, hein, forcément. Cette saison, quoi dire sans DC United, la remontée fantastique à partir de l'arrivée de Wayne Rooney et les coachings incroyables de Ben Olsen. Et vraiment, cette équipe a fait quelque chose d'incroyable. On mesure pas vraiment encore, mais je pense qu'on retrouvera pas facilement des gens qui sont avant-dernier choix de conférence et qui finissent qualifiés au playoff au mois de juillet. L'homme, c'est juste inhumain, quoi. Oui. Et toi, Antoine, ton moment préféré? Moi déjà, ouais, d'ici vraiment le stade qui va avec aussi est le stade aussi. Impressionnant. Voilà, c'est comme avec LAFC. Cette année, globalement, il y a il y a eu des bas. On pense à Houston, des gros bas, mais il y a eu des Dallas, oublie pas. non, mais il y a eu d'autres aussi. Ouais, le Crew qui a eu du mal et New England, mais le moment de la MLS, à mon avis, qui restera dans la mémoire, c'est le Save the Crew, le Columbus Crew qui devrait être sauvé dans la ligue grâce à un mouvement de fans. C'est assez impressionnant et puis c'est quelque chose qui est surprenant dans un monde dicté par l'argent, dans un monde de football dicté par l'argent. Oui, vas-y. Ça me surprend que personne n'a dit la série de victoires d'Orlando en début de saison. Ouais, ça marche pas pour tout le monde. Ouais, l'argent et les dépenses ne marchent pas pour tout le monde. Orlando 121 et on verra ce qu'ils feront l'année prochaine. Mais merci à vous deux d'être venus parler de la MLS aujourd'hui en tout cas, et on se retrouve après la pause. I got a bitch that look like Left Eye. Hey, she be posted on the west side. She always say that that's the best side. So hold up, girl, I thought the best die. I got the gas, she call me Jethro. I hit her but like shorty, let's roll. Rebonjour à tous, on passe à la deuxième partie de Culture Soccer où on est avec Raphaël, celui qui gère le compte français d'Atlanta United, qui va nous parler un petit peu de la finale d'hier et puis du futur pour Atlanta. Comment ça va, Raphaël? T'es un peu fatigué, j'imagine? Un peu fatigué, ça va très bien, et vous? Ouais, un peu fatigué, la nuit a été courte.
Ouais, mais ça valait, on va dire que ça valait le coup. Déjà, est-ce que tu as pensé que c'était un bon match qui reflétait assez ce qu'a fait Atlanta toute l'année? Franchement, oui, le match a été plutôt bon. Après, bon, c'est vrai qu'à cette heure-là, il fallait vraiment que ce soit un match, un bon match pour pouvoir résister, parce que c'est vrai que 2 heures du mat chez nous en France, c'est toujours délicat de voir les matchs. Et si c'est des matchs pas très attrayants, bon, c'est un peu dur de les regarder jusqu'au bout. Mais là, pour le coup, c'était sympa. Il y avait des actions et le suspense était un peu garanti. Bon, jusqu'au bout, il y avait que 2-0, donc tout pouvait se passer jusqu'à la fin du match. Oui, et pour toi, ton homme du match de cette rencontre? Pour moi, du match, bon, Martinez a su marquer le but assez rapidement, entre guillemets. Donc ça, c'était déjà important de marquer très rapidement. Et ouais, donc pour moi, ouais, voilà, Martinez, ce serait l'homme du match, selon moi. Et au niveau des fans, la foule, j'imagine que ça t'a impressionné, 73 000 spectateurs. Et on a vu là, je pense, dans la saison, c'est un peu plus de 50 000 en moyenne. À ton avis, qu'est-ce qui pousse autant de gens d'Atlanta de venir au stade et d'aimer le soccer, alors qu'il n'y avait pas vraiment une grosse histoire de soccer avant ça à Atlanta? Bah ouais, bah, j'étais très impressionné de voir ça depuis l'inauguration du nouveau stade. C'est vrai que c'est assez incroyable. On entend pas mal dire en Europe qu'il y a personne qui vient au stade aux États-Unis, et Atlanta bah, prouve le contraire, parce que le stade est quand même souvent garni. Hier, c'était une atmosphère assez incroyable enfin, avec les demi-finales, et là, pour la finale, on a eu des magnifiques tifos. Mm. Donc ça, c'est déjà très impressionnant. Et à mon avis, ce qui pousse le public à venir dans les stades à Atlanta, mais aussi en MLS, c'est que bah, le football devient un peu plus global. Et puis il y a eu bah, du coup la MLS qui se développe avec les stars qui arrivent. Et en plus de ça, Atlanta qui a réussi à faire une belle saison, même 2 belles saisons depuis sa création. Et du coup, ça a su attirer le public avec un jeu proposé quand même assez sympathique, et aussi peut-être la curiosité de voir ce stade-là. Oui, et pour toi, avec le bonheur d'être champion, là, est-ce que tu redoutes la prochaine saison là, avec le changement de cycle qui risque d'arriver? Ouais, c'est vrai que la saison prochaine, on redoute pas déjà l'après-Tata, mais aussi les départs presque annoncés d'Almiron, peut-être Martinez, et puis bon, bah, peut-être Barco aussi qui garde quand même une belle cote, je crois, auprès des clubs européens. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur. On sait pas trop vers quoi on se dirige après. Mais bon, les dirigeants ont su montrer qu'ils savaient recruter, donc faut leur faire confiance là-dessus. Peut-être qu'ils iront chercher d'autres pépites. Oui, apparemment, il y a aussi Gressel qui est sur le départ. J'ai entendu parler de Ouais, rumeurs ouais, avec ouais, l'Allemagne. il y a pas mal de joueurs sur le départ. Ouais. Ouais, et pour parler d'entraîneur, comme tu as dit, Tata Martino qui va partir sûrement pour la sélection mexicaine, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mexicaine, ouais. Est-ce Tout que à fait. dans les rumeurs, on a entendu pas mal de rumeurs sur Barlos Schelotto, l'entraîneur de Boca, mais aussi apparemment Alan Pardew, l'ancien entraîneur de Newcastle. Allez, Pardio, ouais. Ouais, est-ce que t'as un favori par rapport à tous ces entraîneurs? Et bah, a priori, Alan Pardew hier était à Atlanta. Donc, bon, je sais pas si c'est confirmé ou pas, mais si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a quand même des discussions assez avancées. Bon, moi, ce serait pas, à titre personnel, ce serait pas mon favori. Hmm. Mais moi, je préférais plutôt, du coup, oui, Schelotto, qui peut-être correspond plus à l'ADN du club, avec cet ADN un peu argentine, justement, avec Tata et les joueurs sud-américains qu'on a dans le club. Donc, j'aurais préféré, ouais, Schelotto que Pardew. On verra bien ce que c'est de réserve, mais ouais, moi, je préférais Schelotto que Pardew. Surtout que Pardew, ouais, enfin, je sais pas, en tant que Français, on a souvent une image de Pardew, c'était le mec à Newcastle qui avait ramené la moitié de la Ligue 1 dans son équipe et qui avait C'est ça. complètement foiré. Et dépendamment de l'entraîneur, là, est-ce qu'il y a des récentes rumeurs de transfert pour pourquoi pas le remplaçant d'Almiron ou même une petite refonte d'effectifs? Alors, dans les possibles arrivées, on parle pas mal d'un joueur qui s'appelle Pity Martinez, qui est à River Plate en ce moment, et qui serait là pour remplacer Almiron en cas de départ. Et sinon, bon, pour l'instant, de ce que j'ai vu, il n'y a pas eu trop de fuites au niveau des arrivées. Peut-être que voilà, c'était surtout concentration jusqu'à la fin de saison,
Et à part Pity Martinez, bon, j'ai pas vu encore vraiment de rumeurs au sens des arrivées. Non, mais ça peut vraiment. En fait, au final, peut-être qu'il y a que Almiron et Tata qui partiront. Qui sait, pour le moment, Martinez a annoncé qu'il voulait rester, donc ça doit te rassurer, j'imagine. Ouais, bah, le fait que Martinez reste, c'est sûr que ce serait une bonne chose parce qu'il est très important. On voit ses chiffres, c'est assez impressionnant sur ces 2 saisons ici. Il marque énormément et cette saison encore. Donc, l'avoir dans l'effectif l'année prochaine, bien sûr que c'est un vrai plus, ça c'est sûr. Oui, et pour toi, là, excepté les Martinez, Almiron, là, tous les gros joueurs, si tu avais un joueur à garder de l'effectif là, que, que tu pouvais protéger, ça serait lequel? Ah, si je pouvais en protéger un, je pense que je prendrais quand même Almiron parce que on parle souvent des buts de Martinez justement cette saison, mais il faut pas oublier tout le travail qui est fait derrière. Et Almiron qui fait un travail monstrueux, on a bien senti d'ailleurs quand il a été blessé en fin de saison, l'équipe a un peu ralenti, c'est un vrai moteur pour l'équipe, donc ouais, c'est vraiment le joueur que je garderai et que je protégerai. Et au contraire, il y a un joueur que tu ne garderais pas et qui, enfin, pour toi, en tout cas dans le 11, pourrait être enlevé d'Atlanta et ça marcherait toujours bien. Bah, au point de vue défensif, peut-être Greg Garza qui est un joueur peut-être bon, qui a 27 ans, je crois, et qui pourrait être peut-être remplacé sans trop de soucis, même si c'est un joueur qui fait ses matchs, mais à mon avis, c'est peut-être le joueur qui serait le moins préjudiciable. Parce Ouais, qu'on voit qu'en défense, le stress Parkhurst, González Pires, c'est solide. Et même maintenant, Escobar qui monte souvent, qui marque quelques buts et fait quelques bonnes passes. Donc c'est peut-être lui, Greg Garça, l'élément le moins indispensable. ouais, et en parlant de recrues, l'année dernière, vous avez acheté, enfin, c'était Ezequiel Barco, un Argentin Oui. d'à peine 18 ans, 15 millions de dollars, un des plus gros transferts de l'histoire de la Ligue. Pour le moment, 13 ans de ça, il était même pas titulaire hier, il était un peu sur le banc. Est-ce que, à ton avis, ça devait être un peu la solution première pour remplacer Almiron, et puis finalement, ils se sont rendus compte que c'était pas une très bonne idée, donc il part pour quelqu'un d'autre. À ton avis, quel va être son rôle à jouer, Ezequiel Barco, dans ces prochaines années, s'il ne part pas? Bah, après, je pense que ça va dépendre aussi de l'entraîneur. Si c'est chez Lotto, ce sera peut-être plus facile pour lui, comme c'est un entraîneur argentin, et du coup, il y aura moins cette barrière de la langue. Et peut-être plus cette compréhension aussi dans le style de jeu, etc. Donc si c'est chez Lotto, lui, il pourra peut-être avoir son coup à jouer l'année prochaine. C'est vrai que cette saison, il a été décevant. Il y a eu aussi cette histoire en interne de photos envoyées à la copine d'un coéquipier. Donc ça, c'était aussi, ça l'a mis de côté pendant un petit moment. Donc ouais, très décevant cette saison et peut-être que l'année prochaine, il aura son coup en jeu si c'est chez Lotto. Sinon, pour l'instant, c'est vrai que dans l'esprit, il reste vraiment super sub. Hmm. Ok, bah merci, c'était à peu près toutes les questions qu'on avait. J'espère que en tout cas tu auras une bonne saison l'année prochaine et que enfin, pour toi, j'imagine déjà sur ta page Twitter, ça va pas mal marcher avec le nouveau titre, donc on invite tous nos auditeurs à aller te suivre. Ça marche. Alors, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir contacté. Il n'y a pas de souci. Ciao. I got a bitch that look like Left Eye. And she be posted on the west side. She always said that that's the best side. So hold up, girl, I thought the best die. I got the gas, she call me Jethro. Merci encore à Raphaël du compte d'Atlanta et à Léo du compte de Dallas de nous avoir rejoints pour cette émission un peu spéciale sur la MLS Cup. C'était un vrai plaisir de suivre la MLS cette saison, donc merci beaucoup à vous, chers auditeurs et auditrices. N'hésitez pas à commenter si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit. Enfin, on a vraiment, les retours sont très importants pour nous. Anthony, je sais pas si tu as un dernier mot avant de conclure cette deuxième saison de Culture Soccer. Ben, ça a été une saison assez exceptionnelle, encore une fois, là, en termes de MLS. Là, elle évolue à chaque année et vraiment là, un gros bravo à Atlanta pour cette saison, mais j'ai surtout hâte, moi, en 2020 pour Nashville. Ouais, la prochaine saison va être très intéressante avec l'arrivée de Cincinnati notamment. Donc merci à tous. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, @culturesoccer, à suivre Lucarne Opposée, à s'abonner sur toutes les plateformes de diffusion de Lucarne Opposée et à aller regarder un petit peu sur le site, bien entendu. Déjà, il y a les comptes rendus de la finale MLS. Et puis, vous avez bien entendu le dernier magazine Lucarne Opposée, le 5e, qui est sorti avec un petit article sur justement Cincinnati et leur arrivée dans la Ligue l'année prochaine et tous les autres
magazines sont bien sûr disponibles avec à chaque fois une page nord-américaine. Le premier, il y a du Beckham. Le deuxième, une rétrospective sur la NASL. Le troisième, les Canadiens en Coupe du Monde et les États-Unis aussi. Et le quatrième, un petit article sur franchise de San Francisco. Donc n'hésitez pas, jetez-vous sur ces magazines. C'est que de la culture foot, c'est super intéressant et un travail assez dingue de la part de la rédaction de Lucarne Opposée. Merci à tous et on se retrouve pour la prochaine saison. Adios. Merci à tous.